Intestin irritable, rectocolite hémorragique, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur William Bérébi, vous êtes gastro-entérologue, vous êtes auteur de Diagnostic et Thérapeutique et on peut vous retrouver sur votre podcast. Merci, docteur. Tout à fait. Merci, docteur. Docteur Philippe Pouletti, vous êtes aussi avec nous sur le plateau, vous êtes le président d'Abivax. Et avec nous en duplex, Hélène qui gentiment a accepté de témoigner sur le syndrome de l'intestin irritable. Et Hélène, chez vous, ça a commencé, vous étiez gamine? Oui, alors d'abord, bonjour à tous les trois. Oui, ça a démarré chez moi assez tôt, quand j'avais 8 ans. En fait, ça a démarré sous la forme de crise qui survenait après le dîner, où j'avais vraiment le besoin de m'allonger puisque la position assise devenait intenable, avec un ventre qui grossissait énormément. Donc d'abord, j'ai vu mon pédiatre à l'époque qui m'a donné du carbolevure, ce qui est assez courant dans le traitement des ballonnements et de l'intestin irritable. Et puis c'est là qu'a démarré un parcours médical assez long, puisque les symptômes ont continué d'être présents. Donc c'était assez handicapant, notamment quand on va au restaurant, on commence à appréhender de savoir comment on va se sentir après le repas, on commence à faire un petit peu aussi des fixettes sur ce qu'on mange. Et puis, vers l'âge de 20 ans, j'ai de nouveau consulté des gastro-entérologues pour le même sujet. C'est-à-dire que de l'âge de 8 ans à l'âge de 20 ans, en fait, on ne vous a pas donné de solution? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, chez moi, c'est pas forcément les symptômes. Ils ont toujours été présents, mais pas forcément avec la même intensité, sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi. Et après, on se dit juste, j'ai une mauvaise digestion ou tu es stressé. Et les premiers gastro-entérologues que j'ai consultés à l'époque me faisaient un peu tous la même réponse. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, il faut que vous vous détendiez, c'est le stress qui vous cause ça. Et là, on se sent un peu démuni parce qu'effectivement, moins on a de solutions à cette problématique et plus on est stressé, justement parce que c'est un organe interne et on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire qu'on culpabilise finalement? On se dit, je suis stressé, ça vient de moi Oui, on culpabilise et on se dit il y a quelque chose qui ne va pas et en même temps plus vous y pensez et dans votre entourage on vous dit mais enfin arrête de faire une fixation sur ce problème, en même temps c'est pas grave, les médecins te rassurent et te disent qu'il n'y a rien de grave, etc. Donc on se sent un petit peu, on passe un petit peu pour quelqu'un d'hypocondriaque ou un peu chochotte, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on ressent. Ça vous a gâché votre vie d'ado? En fait, je pense que moi, j'étais déjà d'un naturel anxieux et ces problèmes m'ont donné plus d'anxiété. D'accord. Et alors, le parcours médical, on a bien vu qu'il était long. Comment il s'est poursuivi alors après vos 20 ans? Alors, en fait, j'ai consulté plusieurs fois des gastro-entérologues. J'ai vu aussi des naturopathes où là, il y avait une approche différente puisque quand on n'a pas vraiment de réponse claire, on se tourne aussi un petit peu vers les médecines alternatives pour voir si on pourrait atténuer les symptômes. Et puis, j'ai finalement rencontré un médecin qui m'a prescrit des probiotiques. Et là, j'ai fait une cure qui a duré assez longtemps. Et avec ça, j'ai trouvé déjà de l'amélioration. Après, c'est vrai que depuis quelques années, on a aussi tout ce qui est la mode des régimes sans lactose, sans gluten, FODMAP. Enfin, il y a toute une multitude aussi de réponses alimentaires et on a du mal à trouver des praticiens qui
qui sont capables de nous orienter. Jusqu'à ce que je rencontre le docteur Bérébi, dont je suis patiente, c'est vrai qu'il y a souvent les probiotiques, oui, enfin bon, scientifiquement, on ne sait pas trop. Les régimes, oui, on ne sait pas. Alors, on est quand même dans une incertitude. On reste là-dedans, en fait. Et là, qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Alors, vous avez fait quoi? Un bilan? Vous êtes reparti à zéro? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, exactement. On a fait un bilan et puis je lui ai expliqué quel était mon parcours, que l'apport de probiotiques, ça m'avait quand même beaucoup déjà soulagée. Et on a aussi fait un régime avec sans fructose et sans fructane. Et le régime sans fructane s'est révélé vraiment intéressant pour moi et a énormément diminué les symptômes. Je laisse peut-être le docteur Bérébi expliquer en quoi ça consiste. Ne vous inquiétez pas, je vais lui donner la parole après. Mais pour l'instant, on vous écoute. On écoute votre témoignage. Au quotidien, comment ça se traduit, la vie avec un syndrome d'intestin irritable? Au quotidien, en ce qui me concerne, les crises, elles surviennent plutôt le soir. C'est-à-dire que pour moi, une crise, c'est vraiment douleur intense. Pendant lesquelles il faut que je m'allonge ou il faut que je sois debout, mais position assise très compliquée, avec des douleurs, un gonflement de l'abdomen, parfois besoin d'aller à la selle et aussi ça peut être pendant la journée d'avoir vraiment vous sentez que votre intestin en fait il est irrité, sensible, vous avez des petites douleurs. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, dans la vie sociale, c'est compliqué à gérer, les repas, le resto, les collègues, la cantine? Ouais, c'est exactement ça. C'est tout ce qui a trait en fait à l'alimentation. Et l'alimentation, quand on souffre de l'intestin irritable, ça devient quelque chose de compliqué. Quand vous sortez, vous vous dites bon alors je vais éviter certains apéros avec des amis, ou alors je sais que ça va être compliqué parce qu'on va me proposer du fromage, du pain, des chips, de la bière. Enfin bon, je vais devoir avaler des choses mises ensemble où je suis garantie d'avoir un intestin pas très heureux à la fin de la soirée. Et puis après, c'est vrai que ça continue d'être aussi ressenti quand on vous dit oui, mais il ne faudrait pas que je mange trop de tel ou tel aliment. Ça continue d'être ressenti un peu comme une personne fragile ou une personne qui en fait un petit peu trop. Mmh. La vie avec l'intestin irritable, on a bien compris que c'était compliqué socialement, les restos, que c'était compliqué aussi à gérer au quotidien avec les douleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênent dans votre vie à cause de cette pathologie? Non, sinon j'ai pas. C'est vraiment tout ce qui est tourné autour de l'alimentation. Mais là, elle va beaucoup mieux, puisque la dernière fois que j'ai vu... Alors, elle va beaucoup mieux, parce qu'elle est passée dans vos mains, hein, c'est ça, hein. Pas que, c'est toujours à deux, un traitement. Bon, alors... Le patient et le médecin. On va revenir à la base. C'est quoi les symptômes? Alors, déjà, je suis content que Mme Potet ait témoigné, Hélène, parce que c'est très représentatif de ce que je vois au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie errance des patients, et des patientes en particulier. C'est un créneau d'âge souvent entre 25 et 40 ans. Et donc, les patientes consultent un médecin généraliste, puis un gastro-entérologue ou plusieurs, ont des examens endoscopiques, donc la fameuse coloscopie, l'endoscopie gastrique. Et puis, finalement, elles n'ont pas de maladie organique. Donc, il n'y a pas de choses visibles. Et là, bon, en général, derrière, elles ne sont pas toujours prises en charge comme il se doit. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas trouver de solution. Effectivement, cela va émettre sur compte du stress et de l'anxiété. Et in fine, elles ne vont pas avoir vraiment de solution à leur problème. J'ai l'impression, à chaque fois que j'interroge des médecins et qu'on parle d'une pathologie, quand on ne sait pas, on dit c'est le stress et c'est l'anxiété ou c'est dans votre tête. Et alors l'intestin irritable... Ça, c'est la réponse. Oui, l'intestin irritable, c'est le symbole absolu, puisqu'il n'y a pas de lésion endoscopique et il n'y a pas de test non plus sanguin ni dans les selles pour dire vous avez un intestin irritable. Et donc, du coup, les patients se tournent vers des médecines alternatives, enfin des thérapies alternatives, notamment les naturopathes, tombent dans des circuits
dont je suis obligé de parler aujourd'hui, c'est-à-dire faites des tests bidons d'allergie alimentaire, les tests de reperméabilité intestinale, etc., l'étude du microbiote fécal même, qui n'est pas du tout validée à ce jour. Après, on leur propose des traitements avec de la glutamine, avec des, voilà, prenez chez un tel produit et tel produit. Je vous passe les détails. Et finalement, au bout d'1 an, 2 ans, elles se rendent bien compte que finalement, il n'y a pas eu de démarche rationnelle et pragmatique. Et elles cherchent à nouveau des médecins qui connaissent le microbiote, qui connaissent l'intestin irritable. Et c'est comme ça que j'ai été amené voir Hélène. Alors, on en revient à ma question, parce que vous êtes comme les politiques, je vous pose une question et vous non, avez vos réponses. Non, les symptômes, qu'est-ce que c'est? Alors, les symptômes, ça va être essentiellement des douleurs, donc, qui évoluent depuis plus de 6 mois. Donc, c'est des critères de Rome, c'est des critères diagnostiques. Donc, pendant 6 mois, alors la douleur a une particularité très importante qu'il faut connaître et qui est mal connue, c'est qu'elle est très liée à la selle. C'est-à-dire que les patients qui ont un intestin irritable ont des douleurs qui sont soulagées ou parfois aggravées par l'émission de sel. Donc ça, c'est un critère hyper important et très, très peu connu. La deuxième symptomatologie sont les ballonnements et les flatulences, donc les fameux PEI. Et puis, bien sûr, il y a les troubles du transit, c'est-à-dire que les patients vont avoir la diarrhée ou la constipation ou une alternance des deux. Et donc, on définit ainsi l'intestin irritable. Vous avez parlé des femmes tout à l'heure, ça touche plus les femmes ou les hommes? Alors ça touche un peu plus les femmes et parfois, et les femmes ont tendance, via les réseaux sociaux, via les forums, à se tourner un peu plus vite et un peu plus massivement vers les thérapies alternatives que l'homme. Les analyses, les examens, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, on va éliminer une maladie organique, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de savoir et de vérifier qu'il n'y a pas une maladie de Crohn, de vérifier qu'il n'y a pas une tumeur, évidemment. On va vérifier également que donc ça c'est la coloscopie, on va vérifier qu'il n'y a pas d'intolérance au gluten, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui ont un tableau de syndrome de l'intestin irritable, mais qui ont en fait une intolérance au gluten. Donc on va faire un dosage sanguin, on va compléter ça avec différents autres dosages, et puis à chaque fois qu'il y a de la diarrhée, on va faire des examens de sel pour vérifier tout simplement qu'il n'y a pas une bactérie ou un parasite, notamment un Clostridium difficile, qui est une bactérie particulière. Une fois qu'on a fait ça, si tout est négatif et qu'on a éliminé toutes ces maladies-là, à ce moment-là, et lorsqu'on a les critères de Rome dont je viens de parler, eh bien à ce moment-là, on peut poser le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Mais à ce moment-là seulement. Et une fois qu'on l'a posé, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors une fois qu'on l'a posé, c'est là qu'il y a un vide. C'est-à-dire qu'on est relativement peu à s'intéresser à l'intestin irritable, on est relativement peu à s'intéresser au microbiote, et donc la réponse type, c'est vous êtes anxieuse, faites du sport, détendez-vous. Alors bon, les patients, ça leur fait une belle jambe parce que ça ne résout pas du tout leurs problèmes. Elles ont un vrai impact sur leur qualité de vie, personnelle, professionnelle, etc. Et donc, en fait, il faut comprendre que l'intestin irritable, c'est en grande partie même lié à la dysbiose. C'est-à-dire que le microbiote intestinal, le fameux patron du corps humain, eh ben, en fait, c'est lui qui va driver un peu l'intestin irritable. Et donc, vous savez qu'il y a une connexion importante entre le cerveau, le système nerveux central, et l'intestin, qui est notre deuxième cerveau. Et puisque d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'intestin fabrique 90% de la sérotonine, qui est cette fameuse cette fameuse hormone qui régule l'humeur et l'anxiété. Donc, il y a une connexion entre les deux, et il faut travailler sur la dysbiose pour améliorer les patients. Vous reconnaissez, Hélène, dans le parcours, ce qui vient d'être dit, cette espèce d'errance du patient, vous l'avez vécu, vous? Alors oui, complètement. Et puis on m'a également à un moment proposé des tests alimentaires. Alors je sais que les gastroentérologues sont farouchement contre et disent qu'effectivement scientifiquement ça n'apporte rien. Et tout ce qui est par rapport au stress et à l'anxiété, on met tout là-dessus. Et c'est vrai que les techniques de relaxation, ça aide, faire du sport, faire du yoga, de la méditation, respirer profondément par l'abdomen, ça aide. Et ça peut soulager, mais en tout cas, ça ne règle pas le problème et ça ne le fait pas disparaître, ça l'atténue. Alors justement, tiens, on va faire un petit vrai du faux. Le syndrome de l'intestin irritable est une maladie liée à l'anxiété et au stress, vrai ou faux? Alors partiellement vrai, puisqu'il y a une connexion entre le cerveau et le système nerveux
entérique, donc deuxième cerveau. Donc oui, partiellement. Mais ce n'est pas en disant ça qu'on va régler le problème. Il faut traiter la cause de l'anxiété, qui est la dysbiose. Donc on va utiliser les prébiotiques, donc la nourriture du microbiote, et les probiotiques. Et on connaît de mieux en mieux quelles sont les souches qui sont efficaces dans l'intestin irritable et dans l'anxiété. Alors, on continue le vrai du faux. La présence de diverticules coliques peut expliquer les symptômes de l'intestin irritable? Non, pas du tout. Donc là, il n'y a absolument aucun lien entre les deux. Les allergies alimentaires sont une des causes du syndrome de l'intestin irritable? Alors non, l'intestin irritable, c'est un syndrome bien particulier avec une définition particulière. En revanche, des fois, il ne faut pas se tromper avec deux choses. L'intolérance au gluten, donc la fameuse maladie cœliaque, parce que des fois, il y a des patients qui sont cœliaques et qui sont étiquetés intestin irritable. Donc ça, on va le savoir par la prise de sang et, en cas de besoin, par les biopsies du duodénum. Et il faut bien faire la différence entre, alors là, c'est très important, la maladie cœliaque et l'hypersensibilité au blé qu'a Hélène. C'est-à-dire que dans la maladie cœliaque, c'est une vraie maladie auto-immune avec des anomalies et qui va déboucher sur un régime strict à vie. Parce que sinon, il peut y avoir des complications graves à long terme. En revanche, l'hypersensibilité au blé, c'est différent. Ce sont des patients ou patientes qui n'ont pas de maladie auto-immune, mais qui, lorsqu'ils consomment du blé, sont inconfortables, ont des symptômes digestifs. Et là, ils peuvent consommer du blé, mais à une quantité qu'eux-mêmes vont distinguer. Donc c'est extrêmement important, lorsqu'on n'a pas de maladie cœliaque, de ne pas penser que le blé n'a rien à voir. Il peut avoir à voir avec les symptômes par le biais de cette hypersensibilité au blé. Alors, si j'ai bien compris, l'intestin irritable, il n'y a pas de lésion, mais quand il y a des lésions, et là on va se tourner vers le docteur Pouletti, quand il y a des lésions, ça peut être une rectocolite hémorragique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la rectocolite hémorragique? Alors ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Précise, bon. Avec la, on a bien dit qu'on changeait de sujet. Oui, hein. oui, il faut suivre. Non, mais je précise. Et il n'y a pas de continuum entre les deux, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce que c'est et quelle solution, sur quelle solution Abivax est en train de travailler? Alors, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire chronique qui est de la famille des maladies inflammatoires comme rectocolite, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde et certaines autres maladies, où notre système immunitaire, qui est là pour nous protéger contre les infections bactériennes, virales, les cellules cancéreuses, continue à attaquer la muqueuse de l'intestin. Dans la rectocolite hémorragique, c'est le rectum et le côlon. Dans la maladie de Crohn, l'intestin grêle. Et ça crée des symptômes qui peuvent être des douleurs, des diarrhées, dans les formes plus graves, des fistules, des pertes de poids. Et donc, ce sont des maladies difficiles à traiter. Ça fait partie de la famille des MICI, dont on a déjà fait des émissions ensemble, c'est ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement sur ce terrain-là? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui souffrent et qui attendent des solutions. Alors, pour les formes modérées ou sévères, au-delà de la corticothérapie qu'on utilise depuis des années, il y a eu des progrès dans les 20 dernières années avec les anti-TNF, les JAK inhibiteurs, etc. Donc, avec Abivax, on s'est attaché à comprendre quel était le mécanisme de la réaction inflammatoire et quels étaient les freins naturels de la réaction inflammatoire. Parce que notre organisme est capable de freiner la réaction inflammatoire. Quand une infection bactérienne ou virale est terminée, on la freine. Si la réaction inflammatoire s'emballe de manière cataclysmique, c'est le Covid, c'est le fameux orage cytokinique dont on parle. Et dans la rectocolite hémorragique, de manière chronique pendant des années, vous avez cette inflammation ou des lésions du rectum et du côlon. Et donc, on a trouvé avec Abivax qu'il y avait une molécule qui s'appelle le MIR124, qui est un frein naturel de l'inflammation. C'est-à-dire l'inflammation, vous avez ces cytokines qui sont les molécules qui aident les lymphocytes, les polynucléaires à communiquer entre eux, les macrophages, pour attirer ces cellules, et qui sont sécrétées en excès. Eh bien, le MIR124 est un peu un chef d'orchestre qui dit à ces cytokines « Stop, il est temps de réduire votre concentration, il est temps d'arrêter d'appeler toutes les cellules inflammatoires et immunitaires dans la muqueuse du côlon ». Et donc, l'ABX464, cette molécule développée par Abivax, stimule le MIR124 et ce général en chef dit à tout le monde « Stop, il faut freiner ». Et donc, il y a effectivement de nombreux patients
qui ont été testés maintenant, qui sont dans leur 3e année, avec des très bons résultats, non seulement à court terme, mais à long terme, sur les diarrhées, les pertes de poids, les douleurs, la muqueuse colique qu'on regarde en coloscopie, les paramètres biologiques. Et donc, cette molécule, il ne faut pas donner des faux espoirs, hein, tant qu'on n'aura pas fini la phase 2B et la phase 3, ça n'est qu'une molécule en développement, mais disons que tous les signaux vont dans le bon sens de l'ABX 464, qui serait une molécule à peu près 2 fois plus efficace que les anti-TNF ou les JAK inhibitors, et très bien tolérée. Là, vous êtes au début de la phase 3 bientôt. Hein, là, on est à la fin de la phase 2B, donc on a fait la phase 2A. On a fait une étude de maintenance où il y a des malades qui ont continué pendant 2 ans, certains qui sont dans leur 3e année. Et on a à peu près 160 patients aujourd'hui dans la phase 2B. D'ici fin décembre, on aura recruté les 250 patients de la phase 2B. Et en mai prochain, c'est un essai en double aveugle. On teste 3 doses de la BX 464 et un placebo. En mai prochain, on aura les résultats de l'étude qu'on dit étude d'induction, c'est-à-dire quelques mois de traitement. Et ensuite, il y aura l'étude de maintenance qui a déjà commencé chez les malades qui ont fini leur étude d'induction. Et ensuite, les essais de phase 3. Et si tout se passe bien, un agrément de mise sur le marché vers 2025. Vers 2025. Donc c'est quand même, c'est encore loin. Hein. Mais vous savez, un médicament innovant, ça prend du temps et des gros moyens à développer, et il faut faire les choses bien et non pas, comme on l'a vu dans le Covid, dire qu'il y a des résultats fantastiques avant d'avoir fait des essais cliniques. Alors vous, docteur Beribi, vous envoyez tous les jours des patients qui souffrent. Bien sûr. Comme ça, c'est un médicament comme celui-là. Alors bon, on le dit bien, on ne donne pas de faux espoirs aux gens, c'est 2025, tout ça, mais ce sera un outil précieux, non pour... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a les immunosuppresseurs classiques, type azatioprine, on a le méthotrexate, on a les anticorps anti-TNF, donc maintenant qu'on utilise par voie sous-cutanée, mais des fois, on est en impasse thérapeutique, ça arrive, donc on associe parfois 2 molécules, immunosuppresseurs et anticorps anti-TNF, mais effectivement, on a besoin de nouveaux moyens thérapeutiques pour arriver à contrôler le plus de personnes possible. L'idéal, ce serait d'arriver à contrôler 100% des patients Crohn ou RCH à terme. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc oui, effectivement, les nouvelles molécules sont toujours intéressantes si elles confirment donc leur potentialité. Oui, parce qu'il faut rappeler que ce sont des maladies handicapantes pour la vie sociale. Certains malades vont jusqu'à 10 fois et plus aux toilettes par jour. Oui, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème clinique proprement dit, médical. Il y a un retentissement souvent sur la vie familiale et professionnelle. Et puis, il y a aussi, tout bêtement, la difficulté à obtenir un crédit. C'est tout bête, mais quelqu'un qui veut faire un crédit immobilier, il va avoir des taux 3 fois le taux de base. Voilà, donc il y a plein d'impacts qui font que, bien que l'espérance de vie, si vous voulez, avec les thérapeutiques actuelles soit la même que celle de personnes qui ne sont pas malades, mais il y a un vrai impact en termes de qualité de vie. Ça, c'est clair. Hélène, on va revenir à votre cas, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Si vous aviez des conseils à donner aux parents d'enfants qui ont des enfants qui souffrent d'intestin irritable, qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Alors, moi, je leur dirais surtout de consulter jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon interlocuteur et le médecin qui va savoir les orienter, et qu'ils ne se laissent pas, on va dire, qu'ils ne restent pas sur une non-réponse ou un diagnostic posé, mais sans concrète solution derrière. Aujourd'hui, le docteur Beribi en a parlé, une fois que le diagnostic est posé, on a aujourd'hui des solutions pour résoudre le problème, et il faut persévérer pour réduire les symptômes. C'est quand même un petit peu handicapant, notamment quand on le développe enfant. C'est quand même source d'angoisse, et pour la sociabilisation, c'est quand même un petit peu un frein. C'est une vraie maladie, c'est un vrai syndrome, et qui nécessite d'être pris au sérieux et d'être traité comme tel, et pas quelque chose qui est sans importance. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et ceux qui souffrent de MIS-C, alors qu'est-ce qu'on leur dit ? Eh bien, c'est que l'innovation permet
d'aller dans le bon sens. Et c'est pour ça que les biotechnologies et le développement de nouveaux médicaments est si important aujourd'hui, que ce soit dans le Covid ou des maladies comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Oui, l'innovation, c'est important. Alors maintenant, quand vous nous dites 2025, en attendant, qu'est-ce qu'on leur dit? On a fait des progrès quand même dans la prise en charge? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a, bon, les corticoïdes, on les utilise très peu maintenant, on les utilise beaucoup moins dans la rectocolite hémorragique, plus du tout quasiment dans le Crohn. On utilise donc la mésalazine dans les formes peu sévères, par voie orale, par voie suppo, par lavement. Et on utilise donc, comme je le disais tout à l'heure, les immunosuppresseurs et les anticorps anti-TNF. Juste un mot, si vous permettez, sur Hélène. Un petit mot. Un petit mot, c'est par rapport aux organes génitaux et à la gynécologie, il faut toujours être prudent et penser aussi à l'endométriose, qui est une cause de douleur abdominale basse, et ne pas hésiter à faire une IRM pelvienne chez les patientes qui ont des douleurs abdominales. Voilà, pour ne pas passer à côté de... Une pathologie où il y a ça. très peu de médicaments, où il y a Absolument. très peu Voilà. d'innovation thérapeutique. Et où Exact. on attend l'innovation. On vous réinvitera Tout à fait. pour l'endométriose et l'innovation. Merci à tous les trois d'être passés sur Merci à le vous. plateau de Capital Santé. Dr William Bérébi, je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et auteur de Diagnostic et Thérapeutique et qu'on peut vous retrouver sur votre podcast. Merci docteur. Merci docteur. Merci Hélène. Et merci à vous aussi Philippe Merci, Pouletti. Hélène. On attend Merci. avec impatience votre innovation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.